Mon Dieu, quelle histoire! Une histoire dont on ne sort pas indemne. Plus de 300 livres, des dizaines de films, des visiteurs venant de tous les coins du monde. Tout cela pour un simple curé de campagne qui aurait trouvé un trésor, il y a un peu plus d'un siècle, dans un petit village du sud de la France, Rennes-le-Château. Pour s'y rendre, c'est assez facile. En partant de Paris, il suffit de fixer le soleil à midi et de filer tout droit vers le midi, comme si on suivait le méridien, comme si on arrêtait le temps et la course des astres. La Bourgogne, Saint-Philibert de Tournu, le Rhône, Vienne et sa cathédrale, où se tint en 1312 le concile qui supprima l'ordre du Temple, le Mistral, toujours plein sud, Carcassonne, encore plus au sud, Limoux et la vallée de l'Aude, les châteaux cathares, les contreforts des Pyrénées, le soleil peut reprendre sa course. On est arrivé. Voici Rennes-le-Château sur sa colline, qui inspire les rêves et transforme les vies de ceux qui ont voulu percer son mystère. Une histoire, oui, dont on ne sort pas indemne. Tout a commencé. Mais était-ce bien le commencement? Tout aurait donc commencé vers 1850, dans le village de Montazel, en face de Rennes-le-Château. Sur la place habitait la famille Saunière, de nombreux enfants, dont Alfred et Béranger. Intelligents, ambitieux, on les destinait tous les deux au séminaire de Carcassonne. Ils seraient prêtres et tiendraient leur rang dans la société. Béranger rêvait, comme rêvent tous les enfants, de princesse, de marquise, de reine, de château. Ce qui tombait bien, car son père était le régisseur du marquis de Castelmajou, qui habitait la grande demeure, au bout du village. Ses études au séminaire terminées, Béranger est nommé prêtre dans un village encore plus perdu que Montazel, le Clat. Loin de tout, mais peut-être un passage obligé avant Rennes-le-Château. Le village du Clat était un fief de la famille d'Aupoules-Féline, une lignée très ancienne qui remonte jusqu'aux croisades. 3 ans de solitude. Puis, hasard, divine providence, décision calculée de ses supérieurs,
Béranger Saunière est nommé curé de Rennes-le-Château. Nous sommes en 1885, il a 33 ans. Tout de suite, il est en terrain de connaissance. Le château de Rennes-le-Château, jusqu'à la Révolution, avait été justement celui de la marquise d'Hautpoul. L'église est en mauvais état, le presbytère est insalubre. L'abbé Saunière semble condamné à mener pour toujours la vie d'un pauvre curé de campagne. La famille Desnarnaud héberge le nouveau prêtre. Leur fille, Marie, travaille à la fabrique de chapeaux de Montazel, l'industrie locale. Elle devient la gouvernante de Béranger, peut-être plus, et le restera jusqu'à la mort de l'abbé en 1917. Très vite, Béranger Saunière commence des travaux, et pas des moindres, comme s'il avait hérité soudain d'une fortune imprévue. D'abord, il restaure la vieille église romane. Il en repense toute la décoration, d'une façon pour le moins outrancière et dispendieuse. Puis il s'attaque aux abords de l'église. Il aménage le cimetière, dresse une sorte de calvaire commémoratif, construit une grotte et fait apparaître la Vierge juste en face. Voilà une paroisse bien équipée. Les habitants sont fiers. Mais le prêtre ne s'oublie pas. Emporté par le démon de la pierre, il se fait bâtir une villa pour ses vieux jours. Et ceux de ses confrères, bien sûr. Puis une tour, une terrasse panoramique et une serre. Il inscrit le tout dans un jardin bien ordonné. Telle est donc, après 30 années passées à Rennes-le-Château, l'œuvre patiemment réalisée par l'abbé Saunière. Marie Desnarnaud hérita du domaine qu'on peut encore voir aujourd'hui. Toute une vie. Était-ce un rêve d'enfant? L'expression de l'idéal d'un petit bourgeois parvenu? Le délire d'un mégalomane, avec cette tour néo-gothique, destinée à une bibliothèque dont on dit qu'elle renfermait des livres rares? Était-ce un décor pour abriter les plaisirs d'un libertin et d'un mondain? Dans les papiers de l'abbé, on a retrouvé, parmi d'autres achats peu orthodoxes, une commande de 275 litres de Banyuls, mai 1913. Il paraît même que Saunière aurait été l'amant d'Emma Calvé, une des plus célèbres cantatrices de son temps, ou encore qu'il recevait les grands de ce monde, comme l'archiduc Jean de Habsbourg, le cousin de l'empereur d'Autriche. Mais Dieu, l'abbé Saunière avait-il oublié sa mission? Il était un bon prêtre, semble-t-il, proche de ses ouailles, et son domaine porte la marque de la religion chrétienne. La villa s'appelle Béthania et la tour Magdala, à la gloire de Marie-Madeleine. Il y a bien des mystères dans ce petit paradis, et bien des anomalies. Et d'abord, d'où venait l'argent? Où diable l'abbé Saunière avait-il pu trouver 2 ou 3 millions d'euros, au moins? Son secret, Béranger Saunière l'a emporté dans sa tombe. Depuis, les amateurs d'insolites et les chercheurs de trésors échafaudent toutes les hypothèses, des plus rationnelles aux plus folles. Certains ne voient là qu'une vulgaire histoire d'escroquerie. L'abbé Saunière se serait fait commander la célébration de nombreuses messes, de milliers de messes, beaucoup plus qu'il ne pouvait en dire.
L'évêque de Carcassonne, monseigneur de Beauséjour, l'accusa de trafic de messe. C'est-à-dire que l'évêché, tout naturellement, lui a demandé la provenance des fonds, ce qui est assez normal sur le plan administratif, et qu'il était incapable de les justifier. C'est vrai qu'il a fait un trafic de messe, enfin du moins les éléments qu'on a semblent le démontrer, les carnets de messe on les a, mais en aucun cas ça ne lui aurait permis de couvrir toutes ses dépenses. Hein. Mais que personne n'y a cru, même pas l'évêché, il savait que c'était pas vrai. L'évêché a certifié que c'était pas vrai. Alors, quand les autres disent oui, il a vécu d'un trafic de messe, ridicule, ridicule. L'évêque de Carcassonne a peut-être été un peu agacé par les constructions pharaoniques de la Bessonnière. Voilà, à mon avis, c'est pas... Je n'y vois pas d'autre chose. En tout cas, il fut condamné. Et un autre prêtre fut nommé à sa place. Saunière démissionna, mais il resta à Rennes le château. Quand l'abbé Marty, qui était son remplaçant, venait dans son église, évidemment, elle était déserte parce que ceux qui étaient croyants ont toujours préféré aller avec l'abbé Saunière dans la petite chapelle privée qu'elle avait aménagée au bas de la Villa Béthanie. Hein. Non, ce n'est pas le trafic de messe qui a pu faire la fortune de l'abbé. Bien. Mais alors, d'où viennent les millions d'euros? Des dons? Des prêts? Un trésor? Il a sûrement trouvé un trésor datant de la Révolution lorsque l'abbé Bigou a dû quitter la région. Un petit trésor, sûrement. Ce sont des découvertes normales pour un lieu où, aux époques troubles de la Révolution, les nobles vont cacher des valeurs qu'ils sont à cette époque persuadés de venir récupérer quelques mois après. Pendant les travaux de restauration de son église, Saunière fit changer le pilier de l'autel. Un très vieux pilier datant du 8e siècle, quand les Visigoths occupaient la région. On mit à jour une cache. Mon arrière-grand-père disait que là, en fait, il n'y avait eu que des reliques. Hein. C'était une petite boîte contenant des ossements et des bouts de papier. Hein. Dans le balustre qui soutenait la chaire, l'abbé découvrit un tiroir secret. Quelqu'un y avait dissimulé une fiole avec des documents. C'est celui-là, le fameux document qui est dans ce balustre, dont nous a toujours parlé mon arrière-grand-père, hein, en disant que l'abbé Saunière a dit qu'il allait l'étudier, puis il n'a plus jamais entendu parler, bien sûr. Hein. On sait que la mairie demande une copie du document que Saunière va donner. Cette copie va disparaître d'ailleurs très vite après des archives de la mairie. D'ailleurs, dans cette affaire, les choses disparaissent au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et c'est l'événement moteur qui va lancer Saunière dans sa recherche et certainement ses découvertes. Ces documents amenèrent le curé à soulever une dalle au milieu de la nef. Il y avait des chevaliers sculptés sur sa face cachée. Sous cette dalle, il trouva une marmite remplie de pièces d'or. « Des médailles de Lourdes », dit l'abbé à ses ouvriers. Ils avaient bien vu, c'était des louis d'or. Ce qui suffisait quand même déjà pour, dans un village misérable, dans une région misérable, la Haute-Vallée de l'Aude, d'assurer un train de vie nettement supérieur aux gens du cru. Hein, et même pour entamer des travaux quand même. Il ne faut pas oublier que ces travaux, il a mis des années pour les payer. Il n'a jamais tout payé d'un coup. Donc, on ne peut pas imaginer forcément qu'il ait trouvé quelque chose de colossal. Mais l'Église mettrait sur la voie d'un trésor important. Un diable en garde l'entrée. Drôle d'idée. On n'accueille pas ainsi les fidèles dans la maison de Dieu. Comment ne pas voir là un indice? Bon, le diable boiteux, il y en a qu'un, c'est celui de Salomon. Hein, c'est le gardien du trésor. Le diable soutient le bénitier et 4 anges font le signe de croix. Une évocation de l'empereur Constantin qui, d'après la légende, vit dans le ciel une croix. Un signe qui lui permit de vaincre les païens sous les murs de Rome.
Par ce signe, tu le vaincras. Erreur, parce que le mot de Constantin, c'est par ce signe, tu vaincras. Le est en plus. Mais par contre, ça veut dire, par ce signe, tu vas le battre, lui, le diable, celui qui garde le trésor. Un message signé B.S. comme Béranger Saunière. Et là, que vient faire ce sac que l'abbé a placé au pied du Christ? Et Marie Desnarnaud, la servante, que savait-elle? Car elle savait, sans aucun doute, le secret de son cher Béranger. On a beaucoup écouté Mademoiselle Marie, donc, qui était sa servante, et qui, elle, disait que l'abbé Saunière, avec ce qu'il avait trouvé, il aurait pu faire vivre le village pendant 100 ans, elle disait, et il en resterait encore. Et en plus, vous y marchez dessus sans même le savoir. Donc elle a laissé entendre que Saunière n'avait épuisé qu'une partie de ce dépôt, mais sans jamais signaler où il était. Ce qui semble curieux, puisque Saunière avait parfois des revers de fortune. Il s'agirait donc d'une sorte de trésor intermittent, pas toujours accessible. On voit aussi monsieur le curé s'intéresser au cimetière. La nuit, avec Marie, il bouleverse l'ordre des tombes. Pour les mettre en valeur, dit-il. Mais les villageois ne s'en laissent pas compter. Ils portent plainte à la mairie. L'abbé s'attaque en particulier à la tombe, aujourd'hui disparue, de la marquise d'Aupoul. Il aurait remarqué des anomalies dans les inscriptions. Était-ce la clé du trésor? Les T, il y en a 4. Il y a le T des Hautes-Poules qui a disparu, le T de 7 qui a été déplacé, et Catine qui a été relié, Cat et In reliés. Alors que Requies 4, c'est un seul mot, et In Pages. Et là, il y a Requies, Cat In, et ça fait 4 T. Alors le trésor des Hautes-Poules a été déplacé et mis dans une cavité. Cata ici, ça veut dire une cavité. Alors c'est pas compliqué. Sur la tombe, il y a marqué, c'était mis dans une cavité. Requiescat in pace, qu'elle repose en paix, la marquise d'Aupoul. Et tant pis pour ce mot catin, qu'une coupure malencontreuse de la formule fait apparaître sur sa tombe. Étrange erreur. La dame d'Aupoul, au moment de rendre son âme, va confier à son confesseur certains éléments qui vont permettre à son confesseur, donc l'abbé Bigou, de comprendre qu'il est maintenant le dernier détenteur d'une énigme, d'un secret phénoménal. Bigou va le transposer sur la dalle de la tombe de la dame d'Aupoul. D'ailleurs, on dit muet comme la tombe, conserver un secret dans une tombe. Non, Bigou, de toute façon, on n'a plus d'autre solution. La révolution arrive très vite. Bigou n'a que le temps de fuir vers l'Espagne et il va mourir en Espagne. Sur la pierre horizontale, dans un mélange de lettres grecques et latines, l'abbé pouvait lire « Et in Arcadia ego ». Même en Arcadie, j'existe. Puis un autre texte, tout aussi énigmatique et toujours en latin, « Redis regis celis arcis ». Redis, ça veut dire restituer. Régis, du roi. Célis, ce qui est caché. Arcis, dans la forteresse ou la colline, parce que ça veut dire colline. Si j'enlève le is, Isis, qui est la cavité, il me reste le A. Alors, Reda, reine le château. En dessous, il y a Cella, le maître-autel. Rega, te dirige. Arca, vers les coffres. Et Saunière comprend très vite qu'il y a un codage. Il se dit qu'il faut détruire, après avoir compris le message lui-même, pour que plus personne ne puisse accéder à ce message. C'est pour ça qu'il a détruit cette pierre tombale, ça prouvait qu'il avait trouvé un trésor. Mais si elles ont été détruites, comment sait-on ce qui était gravé sur ces pierres? Le hasard. Avant le passage de l'abbé, une société savante avait fait un relevé de la stèle, et un érudit,
l'ingénieur Ernest Cross avait rapporté le texte de la dalle. Là, c'est une pierre intéressante, justement, avec l'inscription Et in Arcadia ego, qui était d'ailleurs mal orthographiée à la fois en latin et en grec, ce qui est assez curieux. Mais personne ne l'a vue, celle-là. Que cherchait Béranger Saunière? Et pourquoi bouleverser ce cimetière? S'il ne s'agissait que de déchiffrer des pierres tombales, le jour était plus approprié que la nuit. Mystère. Vers 1960, 2 documents qui auraient été trouvés par l'abbé dans son église réapparaissent. Un marquis, Philippe de Chérizet, et un certain Pierre Plantard de Saint-Clair les remettent à un journaliste, Gérard de Sède, qui les publie. Ce sont des extraits des évangiles copiés sur de vieux parchemins. Ils sont codés. Sur le premier extrait, quelques lettres sont légèrement décalées. Elles forment un nouveau texte. À Dagobert II, roi, et à Sion est ce trésor, et il est la mort. Dagobert II, le petit-fils du fameux roi qui avait mis sa culotte à l'envers, un des derniers rois mérovingiens. Saunière aurait découvert son tombeau, son trésor, et même des preuves de sa descendance, ce qui pouvait remettre en cause la légitimité des rois de France. La première grosse théorie, on va dire, qui a circulé sur Rennes-le-Château, c'est les descendants des rois mérovingiens. Paix à son âme, à Pierre Plantard, tout court et non de Saint-Clair. Il a essayé, à travers l'histoire de Rennes-le-Château, de démontrer qu'il était le dernier descendant des rois mérovingiens. Et malheureusement, c'est une histoire qui ne tient pas du tout la route. Le texte est signé PS, comme sur la tombe de la marquise d'Oppoul. Prieuré de Sion, une société secrète. Son ombre planerait sur la colline de Rennes-le-Château. Le prieuré de Sion garantissait la survivance de la dynastie des Mérovingiens, et Pierre Plantard affirmait qu'il en était le grand maître. Le prieuré de Sion, c'est Pierre Plantard qui l'a créé. Il l'a créé justement pour faire une association, pour donner de la valeur à sa généalogie. C'était ça initialement. Mais il n'y a jamais eu de grand maître du prieuré de Sion. Jamais il y a eu ça. Moi, Pierre Plantard lui-même me l'a dit. Donc, ils se sont bien amusés. Pierre Plantard de Saint-Clair et le vrai marquis Philippe de Chérizet se sont bien amusés. Quant à l'autre parchemin, son décryptage révèle un texte poétique où cohabitent une bergère, une tentation, les peintres Poussin et Ténier, le nombre 1681, un cheval de Dieu, un démon gardien, le tout à midi et pomme bleue. Curieux rébus. Mais si Pierre Plantard et Philippe de Chérizet avaient eu connaissance du secret de Rennes-le-Château, et s'ils en avaient codé les principaux éléments, comme l'abbé Bigoud sur la tombe de la marquise d'Oppoul, et comme peut-être l'abbé Saunière dans son domaine. L'Église, consacrée à Marie-Madeleine, offrirait alors de précieux renseignements. Ce lieu est terrible, nous avertit l'abbé. Une citation de la Bible, soit, mais peut-être autre chose. Ne retrouve-t-on pas le démon gardien du parchemin codé? La brebis au pied de Sainte-Germaine ne renverrait-elle pas à la bergère évoquée par le parchemin, tout comme saint Antoine renverrait à la tentation? Quant à l'indispensable chemin de croix, il serait présenté à l'envers, comme si l'abbé Saunière nous invitait à en retourner le sens. Le confessionnal, de son côté, évoquerait l'aventure d'un berger de la région, encore un berger, qui, au XVIIe siècle, trouva de l'or en allant porter secours à une brebis tombée au fond d'un trou.
Est-ce que Saunière avait intérêt à laisser un message? Supposons qu'il ait laissé un message, il l'a laissé de son vivant. Et supposons encore que quelqu'un vienne à Rennes-le-Château et découvre ces messages et les décrypte. Il se fait soulever son trésor. Donc quel intérêt à crypter? Peut-être a-t-il voulu laisser, on va dire un grand mot, un message pour la postérité. Et auquel cas, ce message évidemment ne fait pas référence à de l'or, puisqu'il n'y a pas de raison de laisser un message uniquement pour si c'est de l'or, même si c'est un trésor, peut-être autre chose. L'ancien pilier de l'autel a été placé à l'envers par l'abbé Saunière. Le sens des lettres, alpha et oméga, le prouve. Si on remet le pilier à l'endroit, la date de la mission, 1891, fait apparaître le nombre 681, ce qui ramène une fois de plus au parchemin codé. Et même depuis le royaume des morts, l'abbé semble encore nous envoyer des signes. Le N de Inri est inversé. Pourquoi toutes ces inversions? Vous avez cette conception de cette tour-là, de pierre, donc qui est, si vous voulez, très visible, avec un escalier qui monte, et puis à l'opposé, vous avez une tour en verre, donc pratiquement invisible, si vous voulez, avec un escalier qui descend. Alors ici, vous avez par exemple un damier avec 64 cases, et ici un motif. Alors ce motif, partout, il est en noir, et ici, il y a une anomalie, puisqu'il y a une partie qui est rouge. D'autant plus qu'on retrouve la même dans la serre, où il y a l'équivalent avec un point blanc. Il est possible qu'il ait voulu donner une signification, et ça, on peut l'imaginer si donc on conçoit que Saunière a accompli ici une œuvre à la demande d'autres prêtres. C'est pas, à mon sens, une œuvre personnelle. Hein. À Custossa, juste au-dessous de Rennes-le-Château, on trouve l'abbé Gélis, Antoine Gélis. Il vit seul, en reclus dans le presbytère, à quelques pas de son église. Un soir, par une journée plus grise que celle-ci, le 31 octobre 1897, la veille de la Toussaint et l'avant-veille du jour des morts, on frappe à sa porte. Gélis, dont l'extrême méfiance était connue, laisse entrer le visiteur. La personne a pris un truc, lui a tapé sur la tête de colère avec une espèce de truc pour mieux le descendre. Puis après, il l'a achevé à coups de serpette pour fendre le bois. Ouais. L'abbé Gélis avait une réputation, paraît-il, comment dirais-je, sans vouloir porter atteinte à sa mémoire d'usurier, puisqu'on a retrouvé, après dissimulé dans le presbytère, une assez bonne quantité de pièces d'or en rouleau et des bons porteurs. Enfin, il devait peut-être traficoter ou placer de l'argent, hein, mais bon, il a été victime d'un voleur quelconque. Pourtant, si la maison a été fouillée, rien n'a été volé. Le corps de l'abbé est disposé les mains jointes, dans la position du gisant. Des taches de sang partout, jusqu'au plafond. Sur le sol, oubli ou signature, la police trouve un papier à cigarette avec ces deux mots « Viva Angelina ». Le crime n'a jamais été élucidé. Gélis en savait-il trop sur le secret de Rennes-le-Château?